Les procès ont été lancés à Paris, puisqu'il y avait eu un premier dépôt de plainte le 1er juillet 2020, avec une saisine du procureur de la République de Paris d'un certain nombre d'infractions, sur lequel pour l'instant je n'ai pas de retour. Et puis nous avons également lancé des actions en diffamation à Paris. Et là, les procédures sont lancées, des juges d'instruction sont désignés pour établir les auteurs des articles et du rapport incriminé, les mettre en examen et les renvoyer devant le tribunal correctionnel. Et donc à ce moment-là, nous aurons un débat contradictoire sur le contenu de ce rapport. Par ailleurs, la banque a lancé également une autre procédure, ici à Kinshasa, à l'encontre des deux, ce que je qualifierais moi des deux faussaires de la banque, ce que veulent se qualifier comme étant des lanceurs d'alerte, ce qu'ils ne sont pas. Et donc un procès s'est tenu au mois d'août et un jugement a été rendu au mois de septembre 2020. Et donc ces deux personnes ont été condamnées sur un certain nombre d'infractions, vol, violation du secret bancaire, association de malfaiteurs, recel, voilà, ils ont eu une condamnation et ils ont été condamnés pour ces pratiques, mais les deux ONG l'ont été en quelque sorte de la même façon, puisque le tribunal s'est attaché à démontrer en réalité tout le processus de fabrication des faux documents. Voilà, puisque nous avons démontré que les documents annoncés dans le rapport de Global Witness et de PLAF sont des documents qui ont été fabriqués. Voilà. Et le tribunal l'a reconnu. Donc vous avez déjà une première étape, une première décision qui a été rendue par le tribunal correctionnel de Kinshasa. La banque était relativement satisfaite du fait d'avoir obtenu gain de cause et que son honneur soit réparé. Il n'était pas nécessaire pour elle de revenir devant le tribunal médiatique, c'est-à-dire de refaire couler de l'encre sur ce jugement, puisque vous vous en souviendrez ici au mois de juillet, nous avons toujours défendu la loyauté, la saisine des juges, la présomption d'innocence et le principe du contradictoire. À partir du moment où nous l'avons obtenu, nous étions satisfaits. La question qui se pose, c'est la question du quantum de la condamnation qui a été décidée par le tribunal de Kinshasa, puisque le tribunal de Kinshasa, alors sans rentrer dans un délire d'explication de procédure, puisque les peines viennent en concours, comme on dit, parce qu'il y en a plusieurs, et donc c'est la peine la plus élevée qui est sélectionnée. Et la peine la plus élevée, c'était celle qui était attachée à l'infraction d'association de malfaiteurs, qui est la peine de mort. Même si vous avez un moratoire ici au Congo, elle existe encore dans votre instrument de procédure pénale. Alors, vous trompez parce que, effectivement, ça n'est pas une condamnation par contumace. Ces gens-là ont été cités, ils ont été régulièrement cités, et le tribunal a bien vérifié qu'ils avaient eu connaissance de la citation. C'est donc leur choix de ne pas être venus et de ne pas avoir comparu. Et nous avions même sécurisé le parcours de l'information de la citation, puisque nous avions fait délivrer la citation à comparaître à Kinshasa, chez PLAF, à Paris, au cabinet de son président, qui est aussi avocat au barreau de Paris, et nous avons donc un document, une dénonciation de la citation pour les deux personnes que ces ONG déclaraient de toute façon et assument aujourd'hui comme étant sous leur protection. Donc, ils ont été éminemment prévenus. Ils ont donc choisi de ne pas comparaître, et non seulement ils ont choisi de ne pas comparaître, mais ils ont choisi de ne pas être défendus parce qu'ils auraient pu envoyer des avocats, et je dirais même plus, les avocats eux-mêmes ont choisi de ne pas les défendre, puisque nous avons dans notre dossier un courrier de l'avocat de PLAF qui, à réception de la citation devant le tribunal de Kinshasa, a déclaré ne pas les connaître et ne pas les représenter. Et donc, cette absence de défense a participé à la peine, puisque le magistrat, j'insiste sur le fait que ni la banque ne demandait la peine de mort, ni le procureur de la République. C'est simplement qu'elle est prévue dans le code sur cette infraction d'association de malfaiteurs, que c'est l'infraction la plus élevée, que les peines viennent en concours et que donc c'est celle-là qui doit être prononcée. Et elle n'est prononcée en plus que pieds et poings liés pour le magistrat, puisqu'il aurait suffi à ces personnes d'être représentées par un avocat pour que la peine de mort ne s'applique pas. Mais à partir du moment où elles ne sont pas venues et elles ont choisi de ne pas comparaître, le juge n'avait pas d'autre solution que de prononcer le quantum maximum fixé par le code. Il n'y a pas de pouvoir d'appréciation, donc c'est mécanique. Mais c'est quand même leur choix, si vous voulez. Et la banque, évidemment,
n'a pas souhaité cette condamnation à mort. Ce n'est pas du tout ce qu'elle recherchait. Elle recherchait une condamnation de pratique qu'elle a dénoncée et dont elle a prouvé effectivement qu'elles étaient malfaisantes et qu'elles étaient fausses, et elle l'a démontré devant des juges. Et c'est ce que nous avions annoncé, nous l'avons fait. Alors oui, évidemment, puisque les juges de Kinshasa, et c'est écrit noir sur blanc dans le jugement, ont retenu la fausseté des informations. Ils ont été condamnés pour faux et pour fabrication de faux documents. Donc mécaniquement, le rapport est impacté. Mais je vais vous dire, le rapport, il est impacté par cette décision de Kinshasa. Il était déjà impacté par tous les documents qu'on a et sur lesquels on a déjà discuté, les témoignages, le fait que telle personne désignée comme ayant fait des dépôts en espèces à tel jour, nous avons démontré qu'ils ne pouvaient pas être présents parce qu'ils étaient à l'étranger à ce moment-là. Bah, tout ça a été déjà battu en brèche et ce rapport a déjà été largement piétiné sur son contenu. Mais je dirais que, in fine, c'est pour ça qu'ils reviennent à l'attaque. Ils ont été désavoués par les Américains eux-mêmes, puisque la base de ce rapport, c'était de dire que l'un des clients de la banque avait détourné, en réalité, grâce à la banque, les procédures américaines de sanctions, avait contourné les procédures de sanctions à travers des mauvaises pratiques. Or là, les autorités américaines ont retiré les sanctions. Donc en retirant les sanctions, elle retire de toute base intellectuelle et juridique, évidemment, de ce pseudo-rapport. Donc les juges, les pièces que nous avons, et in fine les autorités américaines. Donc qu'est-ce qu'elles font, ces deux ONG? Elles sont sorties par la porte, bah, elles vont revenir demain par la fenêtre. Je pense qu'elles sont en train de réagir parce qu'elles nous ont de nouveau écrit. En tout cas, les organes de presse nous ont de nouveau écrit, pour être précis, pour annoncer des déclarations soi-disant fracassantes des deux faussaires condamnés, soi-disant lanceurs d'alerte. Donc on va avoir demain, vraisemblablement, de nouvelles accusations. On se demande pourquoi elles n'étaient pas déjà dans le premier rapport. Hein. Pourquoi est-ce qu'on attend comme ça au fil de l'eau de disséminer ce qu'on avait forcément déjà? Ben non. Ils reviennent, ils portent de nouvelles accusations, donc de détournement, de dépôt d'argent, etc., de dépôt d'espèces. Il faut quand même rappeler que même sur le principe du droit américain, le dépôt d'espèces ne peut pas être qualifié sur les sanctions américaines, puisqu'il n'y a pas d'Américain ni physique, ni moral dans le process de dépôt d'espèces ici à Kinshasa. Je vais déposer 500 €, 3 000 $, $1 million. À partir du moment où il n'y a pas d'Américain physique, moral ou institutionnel dans le processus, il n'y a pas de sanction possible. Vous voyez, il n'y a pas de violation des sanctions possibles, plus précisément. Hein, voilà. Donc, ils vont revenir là-dessus. Ils reviennent en plus de manière assez nauséabonde avec des accusations gravissimes contre le directeur général de la Banque Afriland, qui est désormais accusé d'avoir menacé, de les avoir menacés sur leur intégrité physique, ce qui n'avait jamais été dit jusque-là. On voit bien en réalité que ces deux personnes sont désormais les otages de ces deux ONG et les otages de leurs propres mensonges, puisqu'ils ont été chercher une protection ailleurs. On imagine en France ou ailleurs, en tout cas avec les mêmes mécanismes de protection des réfugiés. Ils ont donc dû livrer un récit pour démontrer qu'ils sont en danger dans leur pays et qu'on doit leur accorder la protection. Voilà. Et donc, évidemment qu'aujourd'hui, ils sont pris dans cette nacelle-là. Ils savent très bien que le tribunal les a déclarés coupables et a déjà déclaré que c'était des menteurs. Eh bien, il faut revenir aujourd'hui pour essayer de rajouter de nouveaux éléments. En plus, en sachant que les Américains sont passés derrière et ont retiré les sanctions, il faut revenir pour essayer de donner une crédibilité à leurs propres mensonges et à leur propre construction de protection de réfugiés. Et puis, surtout, il faut rendre service à ces deux ONG. Donc, ils sont effectivement aujourd'hui les otages de ces deux organisations. La banque n'envisage pas d'autres poursuites devant les intéressés ailleurs. La banque a obtenu gain de cause. Elle ne veut pas la mort du pêcheur. Elle veut simplement le fait que son honneur soit rétabli. Il est posé que ces gens ne sont pas des lanceurs d'alerte, parce que pour pouvoir être un lanceur d'alerte, il faut démontrer la légitimité de sa démarche, c'est-à-dire le fait d'avoir porté une alerte. Ils n'ont jamais porté d'alerte.
On a lu dans les courriers qu'ils ont envoyés à la banque, là, les journaux, qu'ils auraient porté des alertes écrites sur les dysfonctionnements. Mais on les met au défi de produire ce type de document. Il n'y a jamais eu d'écrit là-dessus. Et il ne peut pas y avoir d'écrit, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce sont des gens qui sont à un tel niveau dans la banque, qui étaient à un tel niveau dans la banque, qu'ils avaient une connaissance parfaite des mécanismes juridiques qu'ils auraient dû suivre pour porter cette alerte. Des mécanismes qui sont organisés par la Banque centrale et par l'organisation interne de la banque. Donc, au lieu de d'abord voir où était le dysfonctionnement, alerter l'agent qui en a été porteur, effectuer un audit, porter tout cela à la connaissance du conseil d'administration, peut-être derrière du procureur de la République, donc d'assumer un parcours vertueux qui est le seul parcours qui soit protégé par les lois. Par exemple, en France, la loi Sapin 2, qui protège les lanceurs d'alerte, elle exige que ce parcours vertueux soit démontré, que la démarche et que le vol, parce qu'à l'origine de la fuite d'informations, il y a nécessairement du vol, une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, mais qu'elle soit contrebalancée par une telle légitimité que finalement le vol devienne secondaire. Mais il faut encore pouvoir rapporter cette preuve. Or, eux, ils ont pris les informations qu'on leur avait demandé de prendre, ils les ont monnayées et ils ont filé à l'étranger. C'est ça qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que je parle d'eux comme étant des faussaires et non pas comme étant des lanceurs d'alerte. Ce ne sont pas des lanceurs d'alerte. Mais ces ONG ne sont non seulement pas ressaisies, comme vous dites, mais elles persistent et elles signent. Elles continuent dans leur démarche. Elles continuent dans leur démarche parce que, évidemment, que ce rapport du 2 juillet 2020, des sanctions mine de rien, est un rapport qui a fait beaucoup de bruit. C'est quelque chose qui a circulé à l'international. Vous savez, ce mécanisme des leaks, comme on dit, c'est-à-dire, l'utilisation d'informations sensibles, leur publication et la maximisation de l'information à travers des organes de presse qui travaillent en meute. Et là, nous étions avec Haaretz en Israël, Bloomberg en Angleterre et Le Monde en France, donc on est quand même sur du lourd sur le plan international. Ils ont donc mobilisé une opinion publique internationale. Pourquoi faire? Mais on le sait très bien, ils le font depuis des années pour que les autorités américaines aggravent les sanctions contre les clients de la banque et contre la banque elle-même. C'est ça l'objectif final de ces ONG. Mais pas de chance pour elles, elles sont désavouées par le destinataire final de leur travail, c'est-à-dire les autorités américaines. Donc, il faut bien, comme un enfant qu'on a pris dans le pot de confiture, qu'elles essayent de revenir aujourd'hui pour consolider ce qu'elles ont perdu. Donc, elles reviennent. Et donc, on nous annonce de nouvelles révélations, de nouveaux documents, on nous annonce de nouvelles accusations, mais avant même de les examiner, elles sont déjà battues en brèche par le simple fait qu'elles n'aient pas existé au mois de juillet. Parce que soit ils ont quelque chose à dire avec ces lanceurs d'alerte, et ils le font dès le 2 juillet 2020, date de dépôt de leur rapport en forme de leaks, soit ils ne le font pas. Mais cette espèce de méthode, mais absolument scandaleuse, qui consiste à disséminer au fil de l'eau des informations qu'on présente comme de nouvelles révélations pour agresser médiatiquement quelqu'un sans les produire. Je veux dire, c'est proprement hallucinant. Et c'est à mettre en relief avec le comportement qu'ils ont eu de mars 2020 à juillet 2020. Parce qu'entre le mois de mars 2020, date à laquelle ils ont commencé à écrire à la banque pour lui dire « Voilà, on a des informations qui nous laissent penser que, on va publier, en gros on va vous salir, s'il vous plaît, faites-nous des commentaires. » Bon, ben, nous, on leur a demandé les preuves de ça, puisque s'il doit y avoir un débat, il doit être loyal, il doit être contradictoire. Et donc on leur a dit « Attendez, donnez-nous, montrez-nous, et on réagira à ce moment-là sur les pièces. » Ils n'ont jamais donné les pièces, à aucun moment. À aucun moment. Parce que leur technique, c'est toujours la même. C'est de garder par-devers elles les documents, d'interpeller les personnes dans l'espoir qu'elles se contredisent, dans l'espoir qu'elles donnent de nouvelles informations que les ONG n'avaient pas. Donc, si vous voulez, on est en permanence sur nous avec un train de retard, puisque on sait, et ça, c'est très très violent.
d'être déjà condamnés devant un tribunal médiatique sur des documents qu'on ne nous soumet même pas. Vous imaginez un petit peu la chose. Et c'est pour ça que nous avons décidé de porter la chose, non pas sur le plan médiatique, mais sur le plan judiciaire, pour que les principes de droit s'appliquent. Présomption d'innocence, évidemment, et respect du principe du contradictoire, et puis arbitrage de gens dont c'est le métier, c'est-à-dire de dire qui a raison et qui a tort, qui doit être condamné et qui doit être lavé de tout soupçon. Ces gens-là, ça s'appelle des juges. Pour la banque, c'est déjà un soulagement absolu de se dire que, voilà, il y a des juges qui ont fait proprement leur travail en plus. On était à l'audience, je peux vous dire qu'on a été passé sur le grill, et les confrères ont travaillé avec les magistrats et ont vraiment bien travaillé, parce que je me souviens du président d'audience, quelqu'un de tout à fait remarquable, qui est allé dans les interrogations, qui a examiné les pièces, qui a examiné les citations, qui a pesé tout ça. C'est pas parce que ce qu'ils vont faire demain à l'abri, à l'étranger, etc., c'est de désigner le Congo comme la dernière république bananière dont les juridictions sont aux ordres. Parce que c'est cette soupe-là qu'on va vous servir demain. Et c'est là qu'il faut que vous soyez, vous, journalistes, vigilants là-dessus. C'est qu'il ne s'agit pas non plus, après avoir sali une banque, après avoir sali des clients, d'aller salir une institution judiciaire au Congo. Mais je pense que c'est ce qu'il s'apprête à faire. Voilà, j'attends, mais je pense que c'est ce qu'il s'apprête à faire.